Benjamin Besse, je suis oncologue et je m'occupe des tumeurs thoraciques à Gustave Roussy. Je suis le chef de département, mais mon rayon d'action, on va dire, c'est les tumeurs thoraciques. Et je m'occupe aussi du groupe poumon de l'EORTC. Je suis oncologue médical et donc j'ai la même vision que la plupart d'entre vous. Et je ne suis pas pneumologue. Et en France, il y a à peu près 90% des patients qui sont pris en charge par des pneumologues, qui sont des oncologues thoraciques, hein, bien sûr, mais qui peuvent avoir un abord un petit peu différent et très complémentaire. Alors, dans l'ESMO, parce qu'on a initialement une demi-heure, donc j'ai fait des choix de ce qui était vraiment impactant et j'ai mis une astérisque sur ce que je vais un peu détailler. Il y avait beaucoup de choses sur les traitements adjuvants, ce qui est un peu nouveau, puisque c'est surtout le métastatique qui a été à l'honneur avec les immunothérapies, avec les traitements ciblés. Donc, on va parler des traitements ciblés, de la radiothérapie, un petit peu de préopératoire. Et puis, en métastatique, on va voir les nouveautés pour le sous-groupe des patients avec un cancer du poumon ALK remanié, la nouveauté confirmée de KRAS G12C, les nouveautés dans le GFR, en particulier en progression post-osimertinib, et puis quelques dias sur l'immunothérapie de première ligne. Donc, je commence avec les traitements adjuvants du cancer bronchique non à petites cellules localisées. Je ne vous ai rien mis sur le petite cellule parce qu'il n'y a pas eu d'études qui ont changé les standards. C'est toujours chimio-immuno qui est le standard pour les petites cellules. Alors, ADORA, c'est un deuxième présidentiel dans l'année. ADORA, c'est une étude de phase 3 qui a testé l'intérêt de l'osimertinib, donc un inhibiteur de GFR de troisième génération, comparé à un placebo chez des patients qui étaient opérés pour un cancer bronchique de stade 1B, 2, 3A. Donc, on inclut des stades 1B à des stades 3A, qu'ils aient reçu ou non de la chimiothérapie adjuvante, mais le critère principal de jugement va être la DFS, la survie sans événement, uniquement chez les plus graves, les stades 2 et 3A. Les patients étaient donc opérés sans qu'on ait aucune information sur le préopératoire. On ne sait pas si les patients, par exemple, ont eu un PET scan préopératoire. Alors, je pense qu'il faut que les participants mettent sur mute. Et on ne sait pas s'ils ont eu un PET scan préopératoire, par exemple. On sait simplement que s'il n'y avait pas eu d'imagerie cérébrale préopératoire, elle était répétée à l'entrée de l'étude. Donc, l'étude est pragmatique, c'est comme ça qu'elle est vendue, c'est de dire, bah, nous, on correspond à la réalité de ce qu'est la chirurgie aujourd'hui. On sait simplement qu'ils ont été opérés et que la résection est complète, R0. Les mutations GFR, c'est à peu près 10% de nos patients caucasiens, hein, surtout les peu fumeurs, c'est la moitié des patients asiatiques. L'osimertinib était donné pour 3 ans sans qu'il y ait de rationnel particulier. Les études qu'on avait eues jusqu'à maintenant étaient 2 ans de TKI adjuvant. Le choix de 3 ans repose sur rien de particulier. Et donc, critère principal de jugement, la DFS. L'étude est arrêtée par l'IDMC qui, devant une différence de survie sans récidive trop importante, dit qu'il faut arrêter l'étude telle qu'elle est. Ça n'a pas d'impact sur, puisque le recrutement était terminé. Donc, ça n'a pas d'impact parce qu'on peut lever l'aveugle. De toute façon, le patient qui a 1 an de sa chirurgie, s'il est sous placebo, il ne va pas se mettre à être sous osimertinib, évidemment. Donc, première présidentielle à l'ASCO, c'est les données qu'on connaît. Donc, je vous ai mis la DFS uniquement chez les patients du groupe 2-3, puisque c'est le critère principal de jugement, avec un hazard ratio à 0,17 qui est extrêmement puissant. Et là, ce qu'on a comme données, c'est les données sur l'incidence des lésions cérébrales avec… alors, pardon, il faut que je reviens. L'incidence des métacérébrales, donc 10% dans le bras placebo, 1% dans le bras osimertinib.
et des courbes de survie sans événement cérébral avec à nouveau un hazard ratio à 0,18. Donc là, j'attire votre attention sur des données qui sont extrêmement préliminaires puisque le follow-up médian dans le bras placebo est de 16 mois et dans le bras osimertinib de 22 mois. C'est important parce que l'osimertinib est donné pour 3 ans et en fait, les patients l'ont reçu en médiane 22 mois. Donc, dans le bras osimertinib, si c'est un effet sous-coupe, couvercle sur la casserole, c'est maintenant qu'on va voir les événements. Et la grande question, c'est de savoir est-ce que l'osimertinib détruit les micrométastases et donc va faire vivre plus, ou c'est simplement un couvercle sur la casserole, ça met au repos la maladie et ça va simplement retarder les récidives. Et à ce moment-là, c'est vivre plus longtemps sans maladie. Donc, l'étude est représentée en présidentielle, à mon sens, de façon un peu abusive. C'est-à-dire que je trouve qu'il y avait d'autres études qui avaient leur place en présidentielle, en particulier les études plus académiques. Mais c'est un élément important parce que les métastases cérébrales, c'est la localisation qui donne le plus de symptômes. Donc, on va faire un petit sondage. Et aujourd'hui, si vous avez l'AMM et si le médicament est remboursé, si vous êtes face à un patient avec un cancer bronchique réséqué, sur lequel on trouve une mutation de l'exon 19 de GFR, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais ça va être le standard très bientôt s'il y a l'AMM. Il y aura le profilage moléculaire de stade 2. Vous lui prescrivez 4 cycles de chimiothérapie. Est-ce que vous prescrivez l'osimertinib pour 3 ans? Allez, pour les derniers qui n'ont pas voté, vous êtes un peu plus de la moitié à avoir voté. N'ayez pas peur, hein, c'est anonyme, vous pouvez voter. Oui. Je ne vois pas qui vote. Les 10 derniers, on vous attend pas. Écoute, Alors, bon, on va arrêter là, je on peut pense. s'arrêter, ouais. Alors, vous avez un petit chat, mais je serais curieux de savoir pourquoi vous avez dit non. Parce que le critère principal de jugement, c'est la survie sans événement, et c'est un critère qui est accepté par les agences. Hein. C'est-à-dire que l'IMIA, comme la FDA, a dit OK, on vous donnera la MM si sur ce critère de jugement vous êtes positif. C'est le critère principal de jugement de Longard que je vais présenter après. Et aussi, de façon très importante, c'est le critère principal de jugement de toutes les études adjuvantes qui ont été faites avec l'immunothérapie, qui ne sont pas encore présentées, mais on a plusieurs études à plus de 1000 patients qui ont randomisé chez des patients traités pour un stade 2 et 3A, immuno versus pas immuno. Alors, ce ne sera pas beaucoup de patients avec mutation EGFR, une population assez différente, mais si les études sont positives, ce sera d'abord sur la DFS et c'est sur ce critère que l'AMM sera donnée. Alors, le problème de cette étude, je le résume sur une diapositive qui est là. À droite, vous avez l'étude chinoise d'un groupe coopérateur qui est le CETONG, qui a randomisé des patients avec un cancer bronchique non à petites cellules, muté EGFR de stade 2 et 3A, avec une proportion de 2-3A qui est à peu près équivalente à celle d'ADORA, et qui a randomisé gefitinib pour 2 ans contre un placebo.
Ce que je vous ai entouré, c'est quelque chose, c'est un chiffre qui, moi, me fascine beaucoup, c'est la DFS du bras contrôle, qui est exactement la même. Ça me surprend beaucoup. Euh, dans le bras expérimental, dans l'étude du CETONG, il y a un bénéfice en termes de hazard ratio avec un hazard ratio à 0,6 qui est assez puissant, mais qui ne sort plus du tout en survie globale. Dans l'étude ADORA, on a un hazard ratio qui est beaucoup plus fort, mais on a également 28%. Et ce qui est gênant, alors peut-être que ça ne va pas apparaître, excusez-moi. Voilà. Ce qui est gênant, c'est qu'on a les données pour l'étude CETONG. Dans l'étude CETONG, seuls 24% des patients ont eu un PET scan et 16 une IRM cérébrale. Donc, je vous la fais courte. Si vous prenez 100% des patients, 24% ont un PET scan. Très bien. Il en reste 75% à la louche. Ce qu'apporte le PET scan en préopératoire, c'est que si on fait un PET scan sur 75 patients, chez 25 patients, on va découvrir une maladie métastatique et ce sont donc des patients métastatiques. Donc, dans l'étude CETONG, il y a à peu près un quart des patients qui sont métastatiques, ce qui explique une DFS très mauvaise du bras contrôle. Et le problème de l'étude ADORA, c'est qu'on n'a pas ces informations. Donc, on peut dire qu'on est pragmatique et que si dans le monde on opère sans un PET scan, c'est très bien, mais moi, le concept de l'adjuvant, c'est d'avoir un traitement optimal avec un bilan préopératoire optimal et évidemment de faire mieux que le traitement optimal et pas de rattraper un bilan sous-optimal ou une chirurgie qui n'est pas optimale. Parce qu'évidemment, dans Adora, on n'a pas la qualité de la chirurgie, est-ce qu'il y a eu des curages, etc. Donc, on est assez gêné pour ça avec Adora. Néanmoins, si on a une AMM, il va être difficile sur la DFS parce qu'il va falloir que les données mûrissent pas mal pour avoir de l'OS. On va probablement être pas dans l'obligation, mais même au plan médico-légal, avec un hazard ratio comme ça, ne pas le donner va être compliqué à justifier. Néanmoins, j'attends les données de survie globale et surtout, j'espère que ces patients étant identifiés comme ayant un cancer muté EGFR, 100% du bras contrôle vont recevoir un inhibiteur de GFR. Voilà les données d'Adora que je regarde avec un œil assez critique, mais je pense que c'est notre but aussi, c'est de dire, OK, c'est une étude positive, mais elle a toutes ces limites-là. Ceci dit, ça va nous imposer la prescription jusqu'à ce qu'on ait la survie globale. Si vous voulez réagir sur le chat et que je vous réponde, sinon, je vais peut-être, pour pas trop perdre de temps, passer sur la deuxième étude et on pourra répondre aux deux ensemble. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. La deuxième étude, c'est l'UNGARD. C'est une étude académique présentée par Cécile Lepéchou, qui est un effort absolument colossal. D'abord parce que pour trouver les financements d'une étude de radiothérapie, c'est la croix et la bannière. Et d'autre part, parce que c'est une étude internationale qui, là, a un esprit totalement différent. On est chez des patients qui ont une résection d'un cancer du poumon avec une preuve de N2. Évidemment, on a la preuve en post-opératoire. Et Cécile Lepéchou a revu tous les comptes rendus histologiques pour dire oui, c'est un N2 qui est bien opéré, c'est-à-dire qu'il y a eu un curage, il y a une évaluation de l'extension médiastinale. On sait s'ils ont eu un PET scan ou pas, et c'est stratifié là-dessus. Voilà, c'est de se dire, on fait une chirurgie qui est maximaliste. Évidemment, il y a une indication de chimiothérapie adjuvante chez les N2, donc quand les patients peuvent la recevoir, ils la reçoivent. Et on randomise une radiothérapie médiastinale post-opératoire à pas de radiothérapie. L'étude est négative sur le critère principal de jugement, c'est la DFS. Alors, vous voyez que la DFS du bras avec post-opérative radiothérapie, le bras porte, est un peu meilleur, mais le hazard ratio croise bien le 1 avec 0,85. Et sur la survie globale, c'est effectivement, il n'y a pas de bénéfice. Alors, c'est une étude négative, mais finalement, peu importe que cette étude soit positive ou négative, ce qui nous importe, c'est d'avoir enfin la réponse à la question qu'on se pose à chaque fois en staff, c'est j'ai opéré un N2, est-ce que je dois lui faire une radiothérapie? La réponse est très claire aujourd'hui, c'est clairement non. Dans les causes de décès, on a dans le bras contrôle plus de récidives, donc la radiothérapie post-opératoire a protégé localement, mais on a plus de décès par pathologie cardiovasculaire.
Et là, ça, c'est une vraie question. C'est est-ce qu'il y a un impact de la radiothérapie, un petit peu plus de deuxième cancer et quelques décès liés à la radiothérapie directement. Donc, un essai qui est assez troublant sur la toxicité cardiopulmonaire. À la fois, on a un suivi médian de quasiment 5 ans, ce qui est assez unique. Donc, on a des informations que probablement les méta-analyses ou d'autres études de plus petits effectifs ne donnaient pas. Donc, ça va être très intéressant de voir ça. On n'a que 10% de patients qui avaient l'IMRT, qui est une technique qui peut épargner le cœur et le poumon. Donc, ce sera aussi intéressant de voir si on a des différences de toxicité en fonction de la technique de radiothérapie. Mais le Lungart est, on va dire, une étude négative pour la radiothérapie post-opératoire. Alors, est-ce que, et je vous repose une question, je débriefe après et après je réponds à vos questions. Je vous pose une question qui est aujourd'hui avec Lungart, en sachant que Lungart a commencé il y a 10 ans. Donc oui, il y avait des techniques de radiothérapie qui sont maintenant un peu anciennes. Chez un patient avec un cancer du poumon réséqué, stade 3, N2, 4 cycles de chimiothérapie adjuvante. Est-ce que vous faites une radiothérapie adjuvante, oui ou non? Putain, sur Zoom, il y a des sondages et tout. Alors là, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a des Connectés sondages sur sur Zoom et vous êtes voilà, pas n'oubliez sûr. pas de couper le micro et de répondre au sondage, s'il vous plaît. Ok, c'est intéressant de voir. Le sondage, on va attendre encore un tout petit peu. Alors, je vois, il y a quelqu'un qui lève la main pour poser une question. C'est plus simple si vous l'écrivez dans le chat, la question, s'il vous plaît. On peut peut-être arrêter là à quasiment 50 votes. Il y a quand même 24% de non convaincus. Alors, ce serait intéressant de connaître les 24%. Est-ce que c'est, et pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on considère que l'étude est datée, parce que la radiothérapie est un peu ancienne? Moi, je crois que je suis, en tout cas aujourd'hui, on ne fait plus de radiothérapie du N2, ça c'est très clair. Une étude aussi bien faite et aussi puissante, il n'y a plus de place pour la radiothérapie du N2. On pourra la reposer autrement. Mais aujourd'hui, faire une radiothérapie de N2 et avoir un patient qui, 5 ans, 10 ans après, va mourir d'une toxicité, c'est quand même compliqué. Ce que Lungart montre, c'est que la chirurgie du N2 est extrêmement puissante. Parce que là, je vous ai mis les courbes de survie de Pacifique avec la courbe bleue qui est donc radiochimio du stade 3 suivi de durvalumab, 1 an. Et vous voyez que la survie à 4 ans est de 49%. Regardez, la survie, la survie médiane dans Lungart, elle est quasiment à 72 mois. Hein. C'est assez incroyable. Alors, c'est des patients ultra sélectionnés parce que c'est des patients pris en post-opératoire. Donc, évidemment, on n'a pas le droit de comparer les deux. Mais dans Pacifique, on est aussi très sélectionné hein, avec des patients qui ont reçu une radiochimio. Ils ne sont uniquement randomisés que s'ils ont eu la radiochimio concomitante. Donc, c'est des patients sélectionnés. Et ben voilà. Question posée depuis Facebook par Florent. Doit-on chercher la mutation EGFR chez les patients localisés systématiquement? À partir du moment où on aura l'AMM, oui, il faudra le faire systématiquement. Ça va se mettre en route. Ce n'est pas très compliqué. On a un système de santé qui est bien fait. Puis, il y a quelqu'un qui a levé la main. Alors, je ne sais pas s'il veut prendre la parole pour me dire quelque chose. Donc moi, après Lungart, ce que j'ai envie de faire, c'est de randomiser les N2 entre radiochimio conco suivi de Durva, avec par exemple une induction radiochimio suivie d'une chirurgie. Voilà. Ça, c'est vraiment, je trouve que Lungart, c'est négatif pour la radiothérapie, mais ça remet la chirurgie à nouveau au cœur du débat pour le N2. Vous savez que le N2, c'est compliqué. Hein. Bon, on opère ceux qui n'ont qu'une station N2. Quand on peut faire une lobectomie, hein, c'est ça qui est en général accepté. Mais au nord de l'Europe, globalement, si on ouvre le thorax et qu'on trouve sur un N2, on referme et on dit c'est futile thoracotomie. Dans le sud de l'Europe, on n'est plus chirurgie de N2. Est-ce que je continue? Oui, j'ai pas d'autres. La personne qui a levé la main pour poser une question, je vous ai écrit en privé, donc c'est maintenant ou jamais. Ah, pardon. Tu m'as écrit à moi? Non, 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 j'ai écrit à la personne qui lève Ah, la main pour qu'elle pose sa question, mais je pourrais y aller après sinon. oui. Un peu de préopératoire, une seule diapo.
Le préopératoire, il y a une espèce de revival aussi avec l'immunothérapie. À gauche du trait en pointillé, c'est les études qui ont fait uniquement une mono-immunothérapie ou une double immunothérapie, mais il n'y a pas de chimio. Et à droite, c'est les études de chimio-immuno. En vert, dans les colonnes, c'est les réponses pathologiques complètes, donc plus de cellules tumorales. Et en orange, les réponses pathologiques. Allô? OK. Première étude publiée complètement à gauche, Ford, 45% de réponses pathologiques majeures, c'est-à-dire moins de 10% de cellules tumorales qui persistent après 2 injections de nivolumab. Tout le monde dit, mais c'est magique. Deuxième étude, juste à côté, pas 22, mais 23 patients, pas 2, mais 3 injections de nivolumab. Donc, a priori, un peu plus de temps pour voir apparaître la réponse pathologique, et là que 17% de réponses pathologiques. On a eu, nous, on a présenté une étude, l'étude Princeps, une injection d'athéso, 14% de réponse pathologique majeure à 3 semaines. Et il y a l'étude UNESCO qui a fait 3 injections de durvalumab à 2 semaines et 19% de réponse pathologique majeure, mais pas mal de toxicité de décès post-opératoires qu'on ne sait pas très bien analyser. Vous voyez la disparité des réponses pathologiques, hein, c'est vraiment de la sélection de patients qu'on n'arrive pas à avoir. Probablement, ceux qui répondent mieux, c'est des plus petites tumeurs plus indolentes, mais on n'a pas d'explication pour expliquer cette disparité. En chimio-immuno, étude NADIM, chimio-immuno, préop, 3 cycles, taxol carbo et je ne sais plus quel immuno, Pimbro, je crois. 83% de réponses pathologiques majeures, énorme. Et là, on a l'étude du SAC qui est représentée, chimio-immuno séquentielle. Là, on n'a plus que 60% de réponses pathologiques. Mais c'est quand même des données qui sont extrêmement intéressantes. Quelle corrélation entre réponse pathologique complète et OS? Alors, elle est très bien démontrée pour la chimiothérapie. La réponse pathologique complète et la réponse majeure, hein, donc 10% de cellules tumorales ou moins, sont corrélées avec l'OS, comme la DFS pour la chimiothérapie. Pour l'immunothérapie, on n'a pas de réponse, mais je pense que ce sera la même chose. Cette disparité peut-elle être due à une évaluation différente, centralisée ou par l'évaluateur? Non, parce que là, c'est de la réponse pathologique, donc en général, c'est centralisé. Et on a maintenant des critères publiés qui sont très clairs sur comment on évalue la réponse pathologique après immuno. Parce que quand on évalue après chimio, c'est de la nécrose. Quand c'est après immuno, c'est d'autres critères, puisque c'est plus de la fibrose que de la nécrose. Donc là, on est normalement assez homogène. Ce qui est de réponse radiologique, nous, dans l'étude Atezo, un cycle, 30 patients, on a fait 30 scanners avant-après. On n'a absolument aucune corrélation entre la réponse scanner. Et on a aussi fait des PET scans avant et à 15 jours, aucune corrélation avec la réponse suivante. J'avance parce qu'il est déjà 8 heures. Cancer du poumon métastatique maintenant. On va regarder les cibles ALK et CARAS et on commence par ALK. ALK, c'est une histoire qui commence en gros en 2007 avec la découverte de réarrangement ALK dans 3 à 5% des cancers du poumon, avec la même uniformité où qu'on soit dans le monde. C'est-à-dire qu'on a 3 à 5% en France comme en Asie. Ce n'est pas comme GFR. ALK, on a eu le Criso première génération, les inhibiteurs de deuxième génération que j'appelle les ABC, alectinib, brigatinib, céritinib, et puis le lorlatinib troisième génération. Et donc, on a eu les études de deuxième génération contre première. Et là, c'est la première fois qu'on a le troisième génération de lorlatinib comparé avec le crizotinib. C'est une étude extrêmement simple. C'est des patients qui sont non pré-traités. Ils pouvaient avoir des métastases cérébrales. Vous savez que dans les ALK, c'est très fréquent. C'est à peu près 40% des patients au diagnostic. Et donc, les patients étaient évalués entre lorlatinib et crizotinib. Étude qui n'a pas autorisé le crossover, ce qui est éthiquement assez pénible, même si dans des pays comme la France, le crossover s'est fait vers des deuxième et des troisième générations, puisqu'on avait accès aux médicaments, mais le principe est assez insupportable. Le critère principal de jugement, c'est la PFS, et la PFS est positive, mais ça, c'est un non-événement. On savait que l'Orla était bien plus puissant que le Criso. Évidemment, ça allait être positif. Ce qui est impressionnant, c'est la profondeur du hazard ratio à 0,28.
et donc un médicament qui en PFS accroche beaucoup, beaucoup mieux. L'OS est encore trop préliminaire, il y a des données qui sont montrées, mais trop préliminaires pour qu'on puisse en dire quoi que ce soit. Combien de temps on va être sous crisotinib? Probablement plus de 3 ans. Et je vous rappelle que les premières études avec le crisotinib, c'est l'étude Profile 10-14 qui a comparé criso à chimio. Les patients du bras criso avaient une médiane qui était supérieure à 4 ans et probablement supérieure à 5 ans. Donc, le problème de ces traitements, c'est que le contrôle de la maladie est tel qu'aujourd'hui, l'étude qu'on voudrait voir, c'est lorlatinib contre un deuxième génération, par exemple alectinib. On ne pourra pas la faire parce qu'il nous faudra des années avant d'avoir le résultat et probablement d'ici là, on aura des quatrièmes générations. Des données aussi sur les métastases cérébrales, c'est-à-dire le temps à progression cérébrale est assez impressionnant dans les selles lorlatinib, dans le bras lorlatinib, avec un médicament qui pénètre extrêmement bien en intract cérébral. Crizotinib n'est pas optimal sur les métastases cérébrales, on le sait, mais c'est vrai qu'on a un hazard ratio à 0,07. C'est quand même c'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup. Alors ensuite, voilà, c'est la question, c'est après le crizotinib, je peux prescrire un deuxième génération, je peux prescrire un troisième génération. Et cette étude, elle répond à la question de la première ligne, mais elle ne me répond pas à la question de la séquence sur les 5 ans, 6 ans, 7 ans que va vivre le patient. Alors, la grande question autour du lorlatinib, c'est ses effets secondaires, parce qu'ils ne sont pas conventionnels par rapport aux inhibiteurs d'ALK. Les inhibiteurs d'ALK, on a l'habitude, ça donne un petit peu d'œdème, ça donne un peu de constipation. Mais là, pour l'alectinib, ça peut donner des douleurs musculaires. Mais là, ça donne de l'hypercholestérolémie. Et vous voyez qu'elle est extrêmement fréquente. Hein. C'est 7 patients sur 10 qui a une hypercholestérolémie. Elle peut être de grade 3 chez à peu près 15% des patients. Hypertriglycéridémie. Mais ça, ce sont des effets secondaires qui n'ont aujourd'hui pas de traduction. Alors qu'on commence à avoir beaucoup de recul sur le lorlatinib dans la phase 1, on n'a pas d'excès de pancréatite, par exemple, à l'hypertriglycéridémie, ou d'excès d'atteinte cardiovasculaire. Quand on prescrit du cérétinib, on sait qu'on a une élévation artificielle de la créatinine dans le sang, qui est liée à une inhibition d'une enzyme dans le rein. Est-ce que l'élévation du cholestérol avec le lorlatinib n'est pas artificielle? Peut-être que ça n'a aucun impact sur les vaisseaux. Ça, on ne sait pas. Il y a de l'œdème, il y a une prise de poids qui a un problème majeur avec le lorlatinib. Et puis, des effets centraux. Alors là, c'est cognitive effect. Le lorlatinib rend distrait. Donc, quand je prescris du lorlatinib, je veux avoir le conjoint à côté et je parle au couple en disant « Attention, votre mari va devenir distrait et ça va être on-off. Votre mari ne va plus contrôler ce qu'il dit comme si son surmoi était un peu éteint. » C'est-à-dire que normalement, quand vous allez dire, vous êtes énervé, vous allez agresser la personne en face de vous, vous avez le surmoi qui contrôle le moi et qui dit attention, non là, on s'arrête, on ne va pas dire ça, on va être raisonnable et on va dire quelque chose qui est plus atténué. Et bien là, il n'y a pas de surmoi et ça sort. Et les gens disent, les mots partent avant que j'ai le temps d'y réfléchir. C'est un effet assez étonnant. Il y a des gens qui peuvent être dépressifs, il y a des gens qui peuvent être plutôt un peu up. Et puis, ça donne donc ces petits troubles de la mémoire. Le patient rentre dans la salle, dans la pièce et dit je ne sais plus pourquoi je suis rentré là. J'ai des patients qui ont laissé leur moteur allumé sur le parking du supermarché. Voilà, c'est ce genre de distraction, mais qui n'ont pas d'impact finalement tellement majeur. Et surtout, l'ensemble de ces effets est dose dépendant, comme tous les TKI. Donc, s'il y a un effet grave, on arrête, on reprend et on trouve la bonne dose. Alors moi, la question que j'ai maintenant pour vous, c'est à votre avis aujourd'hui, pour un cancer bronchique non à petites cellules avec un réarrangement ALK métastatique, vous proposez quoi en première ligne? Je ne vous mets pas le criso parce que le criso a été dépassé par l'alectinib. Est-ce que vous préférez alectinib ou lorlatinib? Est-ce que l'impact sur la DFS
et les effets secondaires vous font pencher d'un côté ou de l'autre. Alors, à mon avis, parce qu'il y avait beaucoup de Lorla au début, puis là, on va plutôt vers la lectinib. Je pense qu'on a beaucoup de jeunes qui ont voté, les plus vieux qui ont voté après, qui ont vu le lorlatinib Activer audio, appeler via Internet. et qui ont peut-être eu un avis différent. Ok, on va dire comme ça, c'est 50-50. Et en fait, il y a dans tous les débats que j'ai pu avoir après, globalement, alors qu'il y a une obsession, et j'allais dire presque une mauvaise foi, il y a une obsession de dire best drug first. Donc, dès qu'on a eu un meilleur médicament, il a fallu le mettre en première ligne. Dans EGFR, Tagrisso, troisième ligne, c'est Tagrisso qu'on met en première ligne. Et dans le Criso, enfin dans ALK, on a eu le Criso qui a été écrasé par la lectinib. Et normalement, avec un profil secondaire, d'effets secondaires différents, on aurait eu le Lorla en première ligne. Mais là, les effets font peur. Et c'est un médicament qui, à mon avis, un peu à tort, est tagué comme toxique. C'est simplement que les gens ne savent pas l'utiliser. Mais c'est un médicament qui est extrêmement utile. Pour autant, moi, je suis un adepte de la séquence. Je pense qu'il y a un vrai sens à tester des TKI qui sont un peu moins puissants, suivis de TKI puissants par rapport à une séquence où on met un TKI puissant, mais parce qu'il y a une survie des patients qui est telle, et ce qui est une très bonne chose, aujourd'hui, on ne peut pas tester prospectivement cette séquence. Il faut avoir des études rétrospectives à large spectre, et c'est des études auxquelles je vais croire parce que c'est des sous-populations de patients qui sont très, très homogènes. Donc, je vous ai simplement mis, pour illustrer ça, les trois courbes de PFS de Crohn, l'étude qu'on vient de voir, Lorla versus Criso, hazard ratio 0,28, Alectinib, hazard ratio 0,43 contre Criso, et Alta, Brigatinib première ligne, hazard ratio 0,49. Vous voyez qu'on a un hazard ratio qui est beaucoup plus puissant pour le lorlatinib, mais parce qu'il y a cette peur des effets secondaires, le lorlatinib risque de ne pas être un médicament qui aura très bonne presse en première intention. Je vois une question. Que faites-vous comme traitement après progression après un TKI de troisième génération, switch vers un autre troisième génération, si oui, drivé par des altérations moléculaires? Alors, on va voir qu'en EGFR, on va peut-être penser différemment, mais pour ce qui est du ALK, quand tu as une progression après un troisième génération, il est exceptionnellement, il y a un case report dans le New England sur un patient post-Lorla qui a été rattrapé par du Criso, mais il est exceptionnellement récupéré par autre chose. Aujourd'hui, après Lorla, on a une constellation de mutations de résistance, souvent associées entre elles, et on n'a pas aujourd'hui un T797 du ALK, du ALK post-troisième génération qui sortirait et qui ferait qu'on aurait un quatrième génération. Le repotrectinib, dont on ne se parle pas, mais qui est un petit médicament, a été au départ designé pour un très bon anti-ALK. C'est un tout petit TKI qui est censé rentrer dans la poche tyrosine kinase, quel que soit le nombre ou la topographie des mutations ALK. Et en fait, il n'a pas été démontré comme étant un bon ALK, anti-ALK. Par contre, c'est un très bon anti-rosin et très bon NTRK. Aujourd'hui, après un troisième génération, c'est chimio et le pemetrexed est un médicament qui marche particulièrement bien chez les ALK. Donc, c'est PEM carbo. S'il y a d'autres questions. Je prends, mais intéressant de voir comme d'un coup, tous ces gens, en particulier aux US, on disait non, best drug first, alors que moi, j'étais là à mouliner pour dire non, il faut travailler la séquence. Là, d'un coup, ah bah oui, on accepte de mettre un deuxième et pas un troisième, même si le hazard ratio, parce que en gros, on n'a pas envie de s'embêter, entre guillemets, avec les effets secondaires. Une critique qui a été faite aussi, c'est le bras contrôle. Vous voyez, la PFS du bras contrôle dans le bras Crohn est un peu moins bonne, avec une PFS un peu plus proche de 9 mois que de 11 mois comme dans Alex. Pas d'explication pour ça.
une des explications qu'on peut avoir, c'est que dans Alex, il fallait avoir ALK centralisé, c'est-à-dire le temps de récupérer le bloc, envoyer l'alarme, etc. Il fallait attendre 3-4 semaines, ce qui fait qu'on a peut-être un peu plus sélectionné les patients. C'était de mémoire la même chose dans Brigatinib. Et donc, on a peut-être inclus un peu plus facilement dans Crown et donc des patients d'un peu moins bon pronostic. On passe sur Caras. Caras G12C, on l'a appris à l'ASCO et enfin une cible. Alors, une étude, c'est une étude de phase 1-2 qui a inclus des patients avec une mutation Caras G12C. G12C, c'est la plus fréquente dans le cancer bronchique non à petites cellules. C'est 13% de nos patients atteints d'adénocarcinome, donc c'est extrêmement fréquent. C'est des patients fumeurs, vous voyez, c'est dans le cadre rouge. Et très important, c'est des patients très lourdement pré-traités, c'est-à-dire que 75% avaient reçu au moins une ligne. Alors, l'AMG 510, un inhibiteur de Caras qui inhibe en fait la forme inactive de Caras. Ce n'est pas un inhibiteur de tyrosine kinase. Le médicament est efficace. Alors, si on reprend les chiffres, réponse partielle 35%, PFS 6,9 mois. Donc, c'est moins que ce qu'on voit avec même un inhibiteur de première génération. Si on prend le crizotinib pour ALK, on est plutôt autour de 10 mois, 11 mois de survie sans progression et des taux de réponse plutôt autour de 50%. Si on prend les premières générations de GFR, Gefitinib, Berlotinib, c'est la même chose. Plutôt 50% de taux de réponse et 10 mois de PFS. Et par contre, des durées de réponse de 10 mois. Quand ça marche longtemps. En termes d'effets secondaires, c'est bien. Un petit peu de diarrhée, mais vous voyez qu'en grade 3, c'est-à-dire plus de 7 selles par jour que 5% des patients, un petit peu d'élévation des transaminases, mais ce qu'on voit chez beaucoup. Et donc, en grade 3, on n'a pas tellement de gènes comme des rages cutanées. Donc, ma question maintenant, c'est est-ce que vous êtes convaincu par ce médicament? Et l'essai thérapeutique pour lequel il est testé en ce moment, c'est une phase 3, dans laquelle on prend des patients qui ont échappé à chimio-immunothérapie et on les randomise entre eux, docétaxel bras contrôle versus sotorasib, uniquement chez des patients pour lesquels la tumeur a été testée pour Caras, mutation G12C. Est-ce qu'elle sera positive sur le critère principal de jugement, la survie globale? Bon, je vous rappelle, sotorasib, 35% de réponse, PFS de l'ordre de 6 mois. Est-ce qu'on est positif ou pas? J'en profite pour redire le message de Natacha avant de vous déconnecter. Merci de prendre une minute pour compléter le sondage. Donc, vous avez le lien sur le chat. On va peut-être arrêter là. Donc, 2 tiers pensent que ça va être positif, 1 tiers pense que ça va être négatif. Alors, la PFS attendue de cet accès dans cette population, c'est moins de 3 mois et la réponse partielle, c'est 9%. Et on se compare avec un médicament par voie orale beaucoup moins toxique, puisqu'il y a plus de 10% de neutropénie fébrile avec le docétaxel en 2e ligne. Donc, on est très probablement sur un médicament qui va avoir l'AMM en 2e ligne. Les questions qui ont été soulevées, c'est de la déception de certains en disant, alors que c'est fabuleux que Caras puisse être ciblé et qu'on se dit, c'est une première génération et on va faire mieux dans le futur. Il y a eu des déçus qui ont dit, oui, mais ce ne sera pas assez pour être utilisé dès la première ligne. Attendons de voir ce que sotorasib plus immunothérapie ferait en première ligne. Encore une fois, c'est des patients lourdement pré-traités. Je vais aller vite maintenant. Résistance à osimertinib. Donc, osimertinib, 10%, EGFR, 10% de nos patients. Osimertinib, qui est assez admis comme un traitement de première ligne, mais qui peut être aussi utilisé en séquence. Alors, qu'est-ce qu'on fait après osimertinib? On a des données sur lazertinib, qui est un 3e génération qui est assez proche de l'osimertinib, très probablement, plus l'amivantamab, anticorps anti-EGFR-MET. Donc, c'est intéressant, on fait une double inhibition de GFR, lazertinib TKI, anticorps GFR, mais l'amivantamab est aussi anti-MET, qui est le principal mécanisme de résistance de l'osimertinib. Et des belles réponses, 36%.
avec peu de patients qui ont une progression dès la mise sous traitement, vraiment un traitement à suivre. Alors, pour ces patients qui surexpriment MET, est-ce qu'on ne maintient pas l'osimertinib en rajoutant un TKI MET? On peut, c'est toléré, et 30% de taux de réponse rapporté. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai fait ça et j'avais une petite animation, pardon. Ça, c'est, je reviens d'un cran, excusez-moi. Amivantamab, lazertinib, donc des données intéressantes. J'attire juste votre attention que les réponses sont essentiellement vues pour les patients qui ont la séquence gefitinib ou erlotinib, enfin TKI de première ou de deuxième génération, suivi d'osimertinib, suivi de ce doublet-là. Ceux qui ont eu l'osimertinib première ligne ont l'air de un peu moins bien répondre. Alors, ajouter un inhibiteur de MET, oui, mais ça veut dire qu'il faut tester MET sur une nouvelle biopsie. Il y a de l'efficacité. Combien de temps? Ça, c'est un peu la question. C'est est-ce qu'on aura une belle PFS? Et puis, vous savez que c'est la mode des smart chemo, des chimios vectorisés, des chimios qui sont couplés à un anticorps comme TDM1. Et le patritumumab deruxtecan, c'est un ADC anti-R3. Et R3 est toujours amplifié en résistance à l'osimertinib. Et on a un taux de réponse de 25%, intéressant parce que quel que soit le mécanisme de résistance, bon, c'est de la chimio intelligente en post-osimertinib, voilà les pistes. Et puis, on a une présentation d'un inhibiteur de 4e génération. Ça, c'est vraiment quelque chose d'attendu, c'est-à-dire le post-osimertinib, sauf qu'ils sont assez difficiles à synthétiser. Et là, c'est un exemple d'un médicament très efficace, le Blue 945. Il fonctionne uniquement quand on a EGFR T797 et C797S. Le problème potentiel de cet inhibiteur, il est sur le petit schéma en haut à gauche. T797 n'apparaît qu'après une première génération. Donc, pour avoir le triplet EGFR T797, C797S, il va falloir que vous ayez un patient qui a une première, puis une 3e génération. Et lui, il sera capable de sortir ce mécanisme de résistance. Un patient qui sera d'emblée sous imertinib en première ligne ne sortira que la C797S et ce médicament ne sera pas efficace. Donc, intéressant, mais clairement, en post-osimertinib, encore beaucoup de voies pour de l'amélioration et probablement des traitements à la carte en fonction de la biopsie. Enfin, un mot sur l'immunothérapie en première ligne. Vous savez que pembrolizumab à l'AMM pour les patients qui ont un PDL1 à plus de 50% sur leur tumeur, à peu près 30% de nos patients. Keynote est réactualisé, je vous ai mis les données. Tout le monde crie au génie en disant c'est merveilleux à 4 ans dans le bras expérimental. On a 35% de patients vivants. C'est vrai que pour des patients métastatiques, c'est fabuleux. Sauf que n'oublions pas que cette première étude de Keynote publiée dans New England, réactualisée ici, est extrêmement sélectionnée parce qu'il fallait que les patients aient leur PDL1 fin centralisé et probablement pas tout à fait la population que l'on traite nous. D'ailleurs, pour preuve, Keynote 042 que je remets est une étude MeToo, mais avec des patients probablement un peu moins bien sélectionnés. Et là, on n'a pas une survie médiane à 26 mois, mais à 20 mois. Et on a les courbes qui se croisent, donc avec un effet délétère du pembrolizumab chez certains patients, probablement par hyperprogression. Là, c'est aussi PDL1 centralisé, c'est le même test, c'est 50%, mais probablement on va avoir un peu plus de grosses tumeurs, un peu plus de PS2. C'est des choses qu'on ne voit pas sur les caractéristiques des patients. Cemiplimab, c'est un autre anticorps anti-PD1, étude Empower Lung 1 qui a comparé cemiplimab à chimiothérapie seule. L'étude est positive avec 2 sous-groupes, enfin, la population globale et un sous-groupe dans lequel ils ont retesté partiellement PDL1 parce que le test était considéré comme pas tout à fait pertinent. 0,68 d'hazard ratio sur la première, 0,57 sur l'autre. Globalement, c'est positif. C'est une étude qu'on va considérer comme une MeToo. Un des gros intérêts de cette étude, c'est que dans le bas cemiplimab immuno, en cas de progression, on continuait chimio plus cemiplimab. Donc là, on aura des données intéressantes. Un mot enfin sur TIGIT. C'est une cible qui excite beaucoup les investisseurs. TIGIT est surtout exprimé quand PDL1 est exprimé. Étude de phase 2 qui comparait présentée à l'ASCO, atézo plus teragolumab, un anti-TIGIT à atézo seul.
très belle courbe de survie sans progression chez les PD1 forts. Attention, le bras athéso a une survie sans progression qui est assez décevante, 4 mois, alors qu'on attendrait plutôt entre 6 et 10 mois, on va dire, avec Pimbro ou Sémiclimab. Donc, un peu de, voilà, peut-être attendre les données. Et puis, MSD a présenté son anti-TIGIT, le Vibostolimab, sur une phase 2 avec des patients qui pouvaient répondre, mais des patients qui étaient certains en première ligne. Les réponses sont surtout vues chez les PD1+. On ne sait pas quelle est la proportion de PD1, 50%. Enfin, c'est une piste qui est intéressante, mais qui ne concernera peut-être que les PD1 très positifs et ce sera peut-être un moyen d'améliorer l'immunothérapie des PD1 très positifs. Donc aujourd'hui, Adora et Lungard qui vont changer les pratiques. Crohn qui peut changer les pratiques, mais avec ce problème de l'acceptabilité d'un profil de tolérance inhabituel. Et puis le sotorasib qui arrivera, c'est sûr, et qui sera dans nos mains dans pas longtemps. Est-il encore éthique de comparer chimio seul en première ligne? Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, au moment où l'étude avait été lancée, il n'y avait pas encore de bras chimio-immuno, mais je suis d'accord. Aujourd'hui, le bras contrôle doit être chimio-immuno. Et chez les PN1 seuls, effectivement, la question qu'on va se poser aujourd'hui, il y a des PHRC qui sont lancés, dont on attend les résultats, mais l'étude qu'on veut lancer, effectivement, c'est PD1 seul versus, chimio, immuno versus chimio chez les PD1 forts. Et l'intérêt sera sûrement de voir, surtout de voir sur la survie globale quel est l'impact, parce que la PFS, on est quasiment sûr que chimio immuno fera mieux que immuno seul. Ce qui sera intéressant, c'est de voir sur l'OS. Il y a d'autres questions sur les 2 minutes qui restent si on veut finir à 8h30. C'est maintenant ou jamais, si vous avez des questions. Et sinon, vous connaissez mon mail, benjamin.bess@gustavroussy.fr. Vous n'hésitez pas à me poser des questions. Vous êtes toujours les bienvenus de vous répondre. Bon, moi, j'aime bien critiquer les choses, hein, vous avez vu. Moi, je vous invite à être critique parce que sinon, on va vous servir les études d'AMM. Les études vont avoir les AMM, mais soyez toujours critiques. Et pensez toujours qu'une étude de première ligne, c'est une étude qui doit influencer la survie du patient et pas la première ligne du patient. Vous traitez un patient sur des lignes, vous ne traitez pas un patient en première ligne. Gardez vraiment ça en tête parce que c'est quand même quelque chose on va dire qu'il y a un certain marketing qui est parfois oublie de nous rappeler. Très bien, je crois qu'il n'y aura plus de questions. Merci encore, merci beaucoup, prof. Ah si, une question. Toujours pas mieux que PDL1 comme facteur prédictif de réponse à l'immunothérapie. Florent, le TMB, le Tumor Mutational Burden, a été extrêmement poussé depuis 3 ans pour 2 raisons. Parce que d'une part, il y avait la volonté de certaines pharma d'essayer de placer des médicaments ou des combinaisons comme Nivo-IPI dans un sous-groupe mieux défini au plan moléculaire. Et puis aussi parce que le TMB, c'est une grosse industrie du diagnostic derrière. Et donc, il s'était poussé doublement par des pharmas et des industries du diagnostic par rapport au PDL1 pas cher fait par nos anapathes. Et ben non, PDL1 ne ressort pas comme un facteur qui soit intéressant, TMB, je veux dire. Et donc, on n'a rien de mieux que le PDL1 qui est un réflexe, qui est fait en même temps que TTF1, qui est pas cher. Pas optimal, c'est un critère d'enrichissement. Aujourd'hui, c'est bien. Les critères pour définir immuno versus chimio-immuno, ils restent à définir aussi. Aujourd'hui, on est très réservé quand on a une grosse masse tumorale ou des tumeurs très agressives, un temps de doublement très rapide, des métastases hépatiques à faire immunosol. On le fera plutôt chez des patients en très bon état général avec des masses, des tumeurs qui ne sont pas trop agressives. Très bien. Okay. Donc, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient connectés avec Facebook en même temps. On était un peu plus de 100. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous faire des retours si on peut encore améliorer des choses sur la forme. On a eu un petit problème technique ce soir. On va essayer de faire mieux demain. Donc, demain, je vous rappelle, rendez-vous à la même heure pour les tumeurs digestives et l'actualité en céno avec les professeurs Borg et Freyer. Voilà.
Merci encore, professeur Bess. Merci à tout le monde. Merci à vous. Bonne soirée.